Voilà, on va partir sur le fait que c'est une chance que nous ne soyons pas énormément, puisque ça va nous permettre éventuellement après d'avoir un petit échange pour essayer de rendre la plus féconde possible cette petite conférence que je vous propose. Et donc, elle va s'articuler en trois thèmes. D'abord, je vais vous parler de l'urgence. Ensuite, je vais vous parler de la beauté, c'est-à-dire comment on peut finalement rentrer dans cette transition écologique de façon moins ascétique que simplement en se privant, mais en découvrant d'autres beautés. Je crois que c'est essentiel. Donc l'idée générale, c'est que ça ne sert à rien de dire aux gens « arrêtez ce qui vous fait plaisir ». Il faut dire aux gens « je vais te faire découvrir d'autres plaisirs ». Voilà. Et à partir du moment où on découvre d'autres plaisirs, les plaisirs d'autrefois sont peut-être moins importants. Ça, c'est la grande idée. Et enfin, je terminerai un petit peu sur le thème de la conversion. Voilà ce que je vous propose. Et je vais commencer tout simplement par me présenter quand même. C'est important pour que vous puissiez sentir un peu, au fond, comment un diacre permanent que je suis, père de famille. J'ai une formation de publiciste. Donc j'ai été formé en fait pour influencer les gens dans le cadre d'une société de consommation. C'était des études très intéressantes où j'ai aussi appris à peindre, dessiner et photographier, ce qui explique un petit peu certaines expertises que je peux avoir. Et donc j'exerce le métier de peintre et professeur d'icônes. Voilà, depuis 25 ans, c'est une véritable passion. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser des icônes vraiment importantes dans des grandes églises en Suisse, au Grand-Duché de Luxembourg, en France et en Belgique. Voilà, depuis 25 ans. Voilà. Donc au niveau de l'enseignement, voilà, tout ce que je propose répond aujourd'hui vraiment, j'ai une belle réponse sur ce travail que j'ai. Bien. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Voilà. Et donc, je suis originaire de Bruxelles, avec mon épouse d'ailleurs aussi, et j'habite à 30 km à peu près au sud de Bruxelles, dans une petite ville universitaire, ça c'est important, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Alors c'est, peu importe, c'est une ville qui est neuve en effet, hein, qui n'a que 35 ans à peu près. Voilà. Alors, je dois quand même vous dire qu'il y a 4 personnalités qui vont intervenir ici, plus ou moins dans cette conférence. La première, je le cite, c'est un député européen vert qui s'appelle Philippe Lamberts. C'est le chef du groupe écolo au Parlement européen. C'est un Bruxellois avec lequel j'ai lié une véritable relation. Il est systématiquement invité, par exemple, à chacune des expositions que je fais. C'est le conseiller spécial d'Ursula von der Leyen, donc il a vraiment un poste très important. Et ce qui est assez rare pour lui, c'est que c'est un chrétien convaincu, catholique même. Et il y a 4-5 ans, il a vécu, disons, une sorte de dépression, parce que les informations qu'on lui donnait sur la situation de l'écologie en général étaient tellement graves qu'il ne voyait plus d'issue, et donc il était déprimé. Et finalement, il a retrouvé espoir à travers sa foi. Et si aujourd'hui il continue à se battre, c'est par conviction religieuse. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un témoignage important, et donc il m'a beaucoup influencé, et beaucoup de ce que je vais vous partager émane de lui. Alors le deuxième personnage important, c'est le professeur Jean Van Ypersele, qui est le vice-président du GIEC. Donc je suppose que tout le monde sait ce que c'est que le GIEC, si ce n'est pas le cas, levez la main. Donc groupe d'experts sur le climat, commandé par l'ONU. Alors, le professeur Jean Van Ypersele, c'est le papa d'enfants de mes enfants, ils sont ensemble dans la même classe, tout simplement. C'est un personnage qui est très important aussi, parce qu'en fait, tout le problème que nous avons pour l'instant, c'est qu'on doit essayer de communiquer sur une pollution qui est invisible, qui est silencieuse et qui est inodore. On a connu ça, pour ceux qui s'en souviennent, avec cette histoire de la couche d'ozone qui se détruisait à cause d'un gaz qui se trouvait dans les bombes et dans les bonbonnes et dans les frigos. Et en fait, personne n'a jamais vu cette couche d'ozone. On a juste remplacé un gaz par un autre et le problème, paraît-il, est résolu. Vous voyez, bon, on n'en savait absolument rien. Donc le professeur Van Ypersele, pour moi, est très important parce que vous allez voir que c'est l'histoire, l'évolution de ce groupe d'experts est vraiment intéressante à comprendre, et la place qu'ils prennent aujourd'hui est vraiment très importante à comprendre. Et enfin, je citerai quand même ma maman qui a fondé le premier parti
féministe européen dans les années 70. Voilà, donc ça, elle m'a quand même beaucoup influencé dans l'action, je dirais, sociale et politique. Bon, je suis diacre permanent, donc j'ai dû renoncer à m'engager dans la politique. Voilà, bon. Et enfin, je vais parler également de mon papa qui m'a beaucoup influencé aussi. Alors pourquoi ? Mon père était un des hauts responsables d'une multinationale belge de génie civil qui s'appelle B6, et il a travaillé toute sa vie dans le Golfe, donc dans les pays du Golfe, les pays pétroliers. Et mon père était très préoccupé, comme d'ailleurs tout l'Occident dans les années 70, par la perspective de la fin des ressources fossiles, donc de l'énergie fossile, que ce soit le charbon, le gaz ou le pétrole. Il était obsédé par ça, mon père, hein, au point que, par exemple, il avait décidé à l'époque, c'était très original, d'aller au bureau en vélo. Alors, aller au bureau en vélo quand vous êtes le patron général d'une multinationale, c'était à l'époque, je vous assure que c'était tout à fait singulier. Quand il fallait faire des courses pour la famille, eh bien, il prenait son vélo et il faisait 2 fois l'aller-retour pour pouvoir transporter toutes les courses nécessaires pour la famille, puisque nous étions 6 enfants. Donc mon père était très préoccupé par ça et il m'a beaucoup transmis, si vous voulez, cette préoccupation, sauf que maintenant, cette préoccupation a évolué. Parce qu'au fond, on a redécouvert encore récemment des gisements très importants de gaz, de pétrole, et en plus les Américains commencent maintenant à extraire le gaz de schiste. Donc, en fait, la problématique de la fin des énergies fossiles n'est plus aussi cruciale pour l'instant maintenant qu'elle l'apparaissait, je dirais, dans les années 90 ou 2000. Même si on ne fait que reporter le problème, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, le problème a évolué. Il y a un problème qui est encore plus urgent, qui est celui qu'en utilisant les énergies fossiles, on produit un gaz inodore, incolore, qui est les gaz à effet de serre. Et ça, c'est un problème majeur. C'est un problème qui est devenu tellement grave qu'en fait, les scientifiques ne savent plus comment le communiquer. En fait, c'est ça le problème. Hein. Alors, ce que je vais faire avec vous maintenant, c'est faire un bref historique justement de cette question, et je vais commencer par la Laudato Si. Alors, Laudato Si sort donc en 2015, et au centre de notre ville, nous avons une petite association qui s'appelle la Maison du Développement Durable. Alors, je vous laisse imaginer, tout est recyclé à l'intérieur, etc. C'était très sympathique. Et eux, ils sont tout excités avec ce Laudato Si. Ils disent qu'il faut absolument faire un colloque. Ils convoquent un colloque en 3 semaines. Et en 3 semaines, on arrive à prendre le plus grand auditoire de notre université. 650 personnes, c'est plein, c'est complet. C'était l'époque où il y avait les attentats, donc il fallait s'inscrire avant, c'était pas facile. Bon. Et alors, ils font venir une personnalité de premier plan, c'est-à-dire le cardinal Marcello Sorondo, qui est le président de l'Académie des sciences du Vatican. Donc, c'est quand même une grosse pointure. Et donc, il vient et on a 3 jours de colloque. Alors, il y a 2 informations que j'ai relevées de ce colloque. La première information, il ne faut surtout pas croire que Laudato Si a été bien reçu et apprécié au moment où il est sorti. Voilà. Et notamment, il nous disait, il y a 2 conférences épiscopales qui ont demandé qu'il ne soit pas publié Laudato Si en l'état. C'est la conférence épiscopale américaine et la conférence épiscopale française. Alors je dis avec beaucoup de simplicité que la France aujourd'hui a vraiment pris une toute autre orientation. La dernière conférence épiscopale à Lourdes l'année passée a redonné une impulsion absolument positive pour engager cette transition écologique, mais c'est intéressant de savoir qu'au départ, il y a eu beaucoup de réticences. Pourquoi? Alors c'est un débat un peu plus long, hein, c'est technique, hein, il y a plusieurs raisons, mais le cardinal Marcello Sorondo, quand on lui a posé la question, nous a dit: ces 2 pays n'ont pas voulu que soit publié Laudato Si parce qu'ils ont trop de liens avec le lobby pétrolier. Je lui tiens à lui seul la responsabilité de ses propos. Vous allez voir que c'est quand même très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, a priori, il ne faut pas être naïf. Nous sommes dans une société qui est influencée par ceux qui sont les plus puissants. Les secteurs industriels les plus riches, les plus puissants, sont ceux qui influencent le plus notre société. C'est quand même facile à comprendre.
J'entends parfois des gens qui crient au scandale parce qu'il y a le lobby des éoliennes qui est en train d'imposer ces éoliennes partout en France et en Europe. Alors, indépendamment du débat, ça ne m'intéresse pas. Les éoliennes, ça représente 2-3% peut-être de la production énergétique. Ça reste dérisoire à côté de l'industrie nucléaire ou de l'industrie pétrolière, évidemment. Donc, il ne faut pas être naïf. C'est proportionné, évidemment. Hein. Le poids d'un lobbying, l'influence d'une industrie est proportionnée à son poids économique, évidemment. Hein. Donc, il faut avoir ça en tête. Alors, ça, c'est très important. Je vais rentrer un tout petit peu précisément là-dedans parce que pour moi, ça explique la confusion d'informations que nous avons pour l'instant. Il faut vraiment être conscient de ça. Donc, si vous voulez, si je n'ai qu'un seul but ici ce soir, j'espère vous convaincre d'une seule chose, c'est de vous informer et de vérifier vos sources d'informations. C'est la seule chose que j'espère pouvoir arriver à vous convaincre ce soir, sauf si vous êtes déjà convaincu, bien sûr. Alors, comment agit une industrie qui gagne beaucoup d'argent? C'est ça la question. Alors, on va prendre un exemple qu'aujourd'hui on connaît très bien, c'est l'industrie du tabac aux États-Unis. L'industrie du tabac aux États-Unis sait depuis les années 1950 qu'il y a un lien entre le tabagisme et le cancer. Ils le savent depuis les années 1950. Et pourtant, ils ont réussi à continuer à faire de la publicité et à faire fumer nos jeunes pendant encore 50 ans. Alors, comment ils s'y prennent? C'est ici que ça devient intéressant. Eh bien, d'abord, ils arrivent à corrompre des scientifiques, mais seulement des individus. On ne sait pas corrompre des groupes d'experts et des groupes de scientifiques. C'est très compliqué, à moins que vous soyez à l'intérieur des frontières d'un pays, bien sûr. Hein. Là, au niveau international, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez. Et comment font-ils? Ils font ce qu'on appelle, ils sèment la confusion. C'est-à-dire, ils disent, ça c'est une théorie, mais peut-être que l'inverse est peut-être vrai aussi, c'est difficile à prouver. Et à partir du moment où on vous demande de faire un effort réel, par exemple arrêter de fumer, mais si on vous donne une information contradictoire, bien vous aurez tendance à choisir celle qui ne vous oblige pas à faire l'effort. Hein, c'est ça. Alors la subtilité de ces industries vont aller sur le fait que plutôt que de faire de la publicité pour le tabac, ils vont le faire de façon plus subtile. Par exemple, ils vont sponsoriser des activités sportives. Par exemple, on connaît bien le cas dans les années 80 de Marlboro qui sponsorisait une écurie de Formule 1. C'est un peu paradoxal qu'un vendeur de tabac sponsorise un sport, hein, mais enfin c'est comme ça. Donc c'est indirect, et puis ils ont finalement créé une ligne de vêtements aux couleurs de Marlboro. Voilà toutes les techniques. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui sont parfaitement capables d'être de parfaite mauvaise foi et de continuer à faire quelque chose qu'ils savent très bien mauvais, néfaste. Ils le font parce que ça rapporte de l'argent. C'est simplement pour ça. Alors, je ne vais pas faire un parallèle immédiat, hein, mais donc je vous donne un exemple par rapport au pétrole et ici à la France, même si la principale industrie énergétique en France c'est le nucléaire, bien sûr. Mais quand même, Total est quand même une industrie importante. Ben, un des sponsors de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, c'est Total. Ben, c'est une bonne manière, si vous voulez, de verdir ou bien de se racheter une certaine bonne conscience, parce que la question c'est de savoir mais comment vous faites pour gagner de l'argent pour pouvoir sponsoriser des choses. Et évidemment, quel est l'organisme dans nos sociétés qui est le plus influençable par ces lobbies? C'est les médias. C'est moins les politiques. Les politiques aussi, ils vont défendre leurs intérêts, on est bien d'accord. Mais essentiellement, ce sont les médias. Et donc, par les médias, on va semer ce qu'on appelle cette confusion. Alors, ça pose une question toute simple, c'est la source de nos informations. Et moi, j'en ai deux. L'une s'appelle la foi et l'autre s'appelle la raison. La foi, c'est le pape François. Alors, et la raison, ça s'appelle l'ONU et le GIEC. Bon, la foi d'abord, ça va aller vite, parce que ça ne s'adresse véritablement qu'aux croyants. Quand le cardinal Marcello Sorrento parle de Laudato Si, à l'époque, il y a mon curé, j'ai plus le même curé, mais peu importe, qui lève la main et qui dit « Oui, mais enfin, finalement, cette encyclique, on n'est pas obligé d'y croire. » Le cardinal l'interrompt sur le champ et lui dit « Si vous êtes catholique, et à moins que vous soyez vous-même un scientifique,
et que vous ayez des raisons objectives de contester l'encyclique, à moins que vous soyez éventuellement théologien et que vous voulez contester pour des raisons théologiques. Si vous n'avez pas ça, vous êtes amené à considérer que cet appel à la conversion concerne tous les catholiques pratiquants. Donc déjà, des gens qui se disent « moi je suis catholique pratiquant, mais je n'entends pas l'appel à la conversion du pape François », ça pose vraiment question. Je vous le dis tout simplement, ça pose vraiment question. Et pourquoi le pape François est-il aussi précis? D'abord, il ne faut pas me dire à moi « oui, mais moi, j'aime pas ce pape François, j'aimais beaucoup mieux Benoît XVI. Ah oui, Benoît XVI, ça c'était parfait. » Ou Jean-Paul II. Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, tous les trois ont œuvré pour nous inciter à nous responsabiliser sur notre attitude face à l'écologie. Jean-Paul II a eu des textes très forts, mais Jean-Paul II n'avait pas une formation scientifique. Hein. Benoît XVI a eu aussi des paroles très fortes qui ont été écrites, et d'ailleurs que le pape François reprend. Mais Benoît XVI n'est pas un scientifique. Par contre, le pape François est un scientifique. Et justement, le scientifique qu'il nous fallait, c'est un ingénieur chimiste. Et par conséquent, lui, il a les moyens de lire ces fameux rapports du GIEC. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que contester l'encyclique, et je parle sous la responsabilité évidemment de notre père curé, c'est le plus haut degré d'autorité qu'un pape peut donner à un texte avant le concile. Voilà. Il n'y a pas plus haut, à ma connaissance, qu'après c'est le concile, mais une encyclique, c'est un texte sérieux. Ce n'est pas simplement je dis ce que je pense et ça ne regarde que moi. Voilà. Alors nous en venons maintenant au cœur de la question, ça c'était pour la foi. Arrivons à la raison. Ça concerne, donc, moi, les vedettes de l'écologie ne m'intéressent pas beaucoup. Je vous dis tout de suite, parce que toutes se basent en fait sur la même source qui est l'ONU et le GIEC. Hein. Ils n'apportent pas grand-chose à mon point de vue. Mais donc, et en plus, je dois aussi préciser que tous ceux qui parlent d'écologie ou les partis politiques écologiques ne sont pas forcément représentatifs de toute la sensibilité que moi je mets dans l'écologie. Je ne me retrouve pas spécialement dans cette culture écologique tout azimut, où ils parlent d'écologie pour finalement nous vendre d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas spécialement d'accord. Voilà, je tiens à le dire, donc l'écologie n'a pas à être récupérée par un mouvement particulier, c'est bien plus large que ça concerne toute l'humanité. Venons-en donc au GIEC. Qu'est-ce qui se passe? L'ONU, qui dans les années 80 se rend compte qu'il y a quand même une vraie question sur le réchauffement climatique qui apparaît déjà à ce moment-là, commande un groupe d'experts dans lequel fait partie dès le début mon fameux professeur Jean Vannier-Purcell. Et le professeur Jean Vannier-Purcell nous dit mais tous les scientifiques qui sont appelés au départ, nous sommes tous des climato-sceptiques, parce que c'est la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est d'être sceptique. Tant que ce n'est pas prouvé, je ne vais pas adhérer à un projet. Et personne d'entre eux ne pense que les activités humaines ont une influence sur le réchauffement climatique. Hein. Ça, ils n'y pensent pas du tout. Ils disent, on va mesurer si peut-être les activités humaines auraient une incidence à 5%, 10%. Finalement, les premiers rapports, ils arrivent à 15%. Ils disent, oui, nous pouvons prouver que le dérèglement climatique, le réchauffement climatique actuel est dû à 15% des activités humaines. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les autres problèmes écologiques volontairement pour pouvoir aller un peu plus fin dans celui-ci qui est devenu aujourd'hui le plus urgent. Mais donc, 15% qui sont prouvés par... Juste pour vous donner, c'est très important, une précision, la science du climat, en fait, a très mauvaise presse parce qu'on le joint, on l'associe à la météo. Et or, on a tous fait l'expérience de partir en week-end en se regardant la météo, on nous annonce un week-end pourri en Normandie, on y arrive et en fait on a un beau samedi après-midi ensoleillé, on se dit enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. C'est vrai que la science de la météo ne peut pas être précise localement, mais c'est tout autre chose pour l'étude du climat global. Et je raconte cette histoire parce que je trouve qu'elle est amusante. Comment c'est né cette capacité d'analyse du climat global? C'est au 19e siècle au pôle Nord, un scientifique qui à la fin de sa journée est fatigué et il se sert un whisky dans son verre et il met 2 glaçons. Il n'en manquait pas des glaçons, là où il était, il en avait plein.
et il remarque que de son glaçon s'échappent des petites bulles d'air. Et il se dit, mais donc ça veut dire que la glace a emprisonné des morceaux d'air, des bulles d'air de toute époque. Et c'est là qu'on voit apparaître ces fameuses carottes qui font dans la glace et qui vont aller analyser la composition chimique de l'air depuis, maintenant on peut aller jusqu'à des milliers d'années en arrière. Et c'est extrêmement précis. Je vous donne un exemple. Certains parmi vous ont connu l'époque où on est passé à l'essence sans plomb. On avait de l'essence avec plomb, puis sans plomb. Ils l'ont immédiatement pu l'analyser et le vérifier. Donc le plomb dans l'atmosphère a chuté brutalement quand on est passé à l'essence sans plomb. Autrement dit, la science climatique au niveau global n'est pas du tout aussi aléatoire que peut apparaître la météo. Alors ces climatologues du GIEC, d'abord ça suscite quand même un grand débat, un grand intérêt. Ça va devenir une organisation de plus de 3000 scientifiques dans le monde. Donc il y a 3000 scientifiques qui travaillent pour l'ONU, ils ne sont pas rémunérés pour ça. C'est un travail qu'ils font volontiers en plus, ce sont tous des climatologues. Et donc chaque pays envoie son rapport, et l'année d'après, on publie un rapport qui tient compte de l'ensemble des rapports qui sont faits autour. Voilà, alors nous arrivons à la COP 21, donc ici à Paris, il y a 5 ans. Jean Van Yperseel, le vice-président, etc. Et on arrive à cette conclusion, il faut absolument décider de limiter l'augmentation de la température globale sur la Terre en 2100 à 1,5 degré. Mais très vite déjà, il y a 5 ans, il se dit que ça va être difficile d'éviter 2 degrés. Et donc on va dire, on va essayer 1,5 degré. Et quand on va dépasser les 2 degrés, on va espérer qu'après on va pouvoir redescendre. C'était ça l'idée, vous voyez. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre aussi qui est très importante, c'est qu'un dixième de degré d'augmentation globale de la température, c'est déjà énorme. C'est déjà un autre monde en fait. C'est une conséquence énorme. Ici, qu'il y ait 2 ou 3 degrés de plus, ça ne changerait pas grand-chose. Mais au niveau global, c'est énorme. Je vous donne un exemple très précis. Il y a un animal dans la mer, donc la mer est un des endroits les plus importants pour toutes ces questions-ci. D'abord parce qu'elle recouvre 70% de la surface de la Terre, et parce que la biodiversité de la mer permet d'absorber énormément de CO2, notamment grâce au phytoplancton. Donc la chaîne animale, la biodiversité dans la mer est une question décisive. Il y a un animal qui est plus important que tous les autres, c'est le corail. Vous connaissez bien, c'est un animal énorme, mais qui n'a pas de pattes, donc il est figé. Et le problème du corail, c'est qu'il est particulièrement sensible justement à la température. C'est justement ça le problème. Alors, vous allez comprendre que c'est quoi la différence entre une augmentation en 2100 d'1,5 degré ou 2 degrés? Eh bien, s'il y a une augmentation d'1,5 degré en 2100, c'est 70% du corail qui meurt. S'il y a une augmentation de 2 degrés, c'est 99% du corail qui meurt. Si le corail meurt dans les océans, ça va provoquer une chaîne de dégâts sur la biodiversité qui va aussi, évidemment, diminuer fortement la capacité que l'océan a pour l'instant d'absorber le CO2. Voilà, c'est ça le vrai problème. Et c'est ici que ça va devenir plus compliqué de vous parler. Voilà, c'est à partir de ce moment-ci. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils refont des analyses, le GIEC, chaque année, en fait, la gravité de cette augmentation de la température ne cesse de croître. Les derniers rapports du GIEC français qui ont été publiés l'année passée, je fournis toutes les références de ce que je vous dis, sans aucun problème, c'est très facile. D'ailleurs, vous n'avez qu'à taper dans Maître Google, vous verrez immédiatement. Les derniers rapports du GIEC français ici, de l'année passée, font état d'une augmentation probable de 5, 6 et 7 degrés en 2100. Alors, il faut aller très vite. Ça rendrait, pour ainsi dire, la Terre hostile à l'humanité. Il faut dire les choses très simplement. Voilà. C'est là que vous entendez parler de ces collapsologues, des gens qui pensent à l'effondrement de notre société, que c'est bientôt la fin du monde. Malheureusement, c'est un scénario qui est parfaitement probable. Jean Van Yperseel, je le vois encore récemment devant des étudiants qui l'avaient invité, et donc c'est pourtant quelqu'un, je vous assure, de très mesuré. Et un étudiant lui dit, mais monsieur le professeur,
Combien de temps nous reste-t-il pour inverser cette tendance? Et Jean Van Niekerk lui répond, c'est trop tard. Il fallait commencer dans les années 70. Ce qu'on peut espérer, c'est si on arrive vraiment de façon extrêmement puissante à changer les paramètres de cette pollution, qu'on arriverait brutalement à inverser cette tendance, on pourrait peut-être limiter les dégâts et peut-être effectivement, bon an, mal an, espérer continuer à pouvoir survivre. Alors, je cite maintenant, j'ai une citation importante à vous faire, c'est celle du secrétaire général des Nations Unies. Je vous invite, si vous voulez vérifier vos sources d'information, à vous référer à des gens qui sont a priori moins sujets au lobbying que nos responsables politiques ou nos médias. Nos médias, ce sont ceux qui sont les plus perméables. Nos hommes politiques défendent les intérêts de leur pays, et c'est bien normal, c'est tout à fait logique. Hein. On ne va pas leur demander de détruire ce qui est la principale source d'emploi, par exemple, je pense à la Belgique et à la France, par exemple pour l'aéronautique, c'est très clair, c'est une industrie qui est très importante économiquement pour nous, c'est un peu difficile. Philippe Lamberts a été rencontrer le chef, donc le patron général à Toulouse de Airbus, qui se vantait d'avoir 10 000 Airbus en commande. Et alors, en écoutant Philippe Lamberts, il finissait en disant ben, si je vous écoute bien, je ne vais jamais construire ces avions. C'est ça la question. Alors, écoutez bien la déclaration que je vous lis. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, mais je ne comprends pas comment on n'entend pas ce genre de discours. Hein. Donc, je vous donne les références. Discours sur le climat au siège de l'ONU le 10 septembre 2018. J'appelle les dirigeants mondiaux à ne plus perdre de temps pour protéger la planète et sa population des conséquences désastreuses du changement climatique, alors que le monde change sous nos yeux. Ce qui rend cela encore plus inquiétant, poursuit-il, c'est que nous avons été prévenus. Des scientifiques nous le disent depuis des décennies, encore et encore. Beaucoup trop de dirigeants refusent d'écouter. Beaucoup trop peu ont agi avec la vision exigée par la science. Nous voyons les résultats. Dans certaines situations, ils sont proches des pires scénarios scientifiques. Les pires scénarios scientifiques, c'est les 5, 6 et 7 degrés dont je viens de vous parler, qui est la conclusion du GIEC français. Alors, le problème, c'est que pour pouvoir juger, douter je dois dire, je vous partage que pour moi, il y a un petit problème au niveau du monopole, en fait. C'est une question qui est tellement importante que je trouve, et personne ne sait vraiment, n'a les outils de contester le GIEC. Je vous le dis. Moi, je suis sûr qu'ils sont tous de bonne foi, hein, c'est bien clair. Ils sont, à mon avis, au-dessus de tout soupçon, au-delà de tout soupçon. En tout cas, le Jean Van Niekerk dont je connais, je vous assure, c'est quelqu'un d'admirable. Mais c'est quand même tellement grave et important que je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une concurrence. Il faudrait qu'il y ait une capacité de contestation. Voilà. Et donc, les scientifiques qui osent contester ou qui contestent le GIEC n'ont pas le quart du dixième des moyens que le GIEC a pour produire ses rapports, tout simplement. Et tous les scientifiques, tous les écologistes vedettes que nous entendons, donc Greta Thunberg ou ici en France, vous en connaissez plusieurs certainement, ne font que référence au GIEC. Hein. Évidemment, ils vont l'expliquer, ils vont peut-être le vulgariser pour le rendre accessible, mais ils ne disent rien d'autre que ça. Hein. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. On est dans une situation où on doit annoncer quelque chose qui est inaudible. Moi, dans mes 5 enfants, il y en a au moins un qui me dit ben, je sais que c'est bientôt la fin. Voilà, je vais essayer d'organiser ma vie avec cet élément-là. Voilà. Le GIEC, l'ONU et le pape. Le pape ne dit rien d'autre, je ne sais pas si j'ai mis la... Oui, voilà, je l'ai ici, dans Laudato Si. Il existe un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d'un réchauffement préoccupant du système climatique. La plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration des gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres.
émis surtout à cause de l'activité humaine. Vous vous rappelez, je vous disais qu'un des grands enjeux, c'est de savoir quelle est la proportion de responsabilité de l'activité humaine dans le réchauffement climatique, puisqu'on pourrait très bien imaginer que c'est un phénomène naturel. Alors aujourd'hui, le GIEC peut vous dire que ce n'est pas un phénomène naturel, parce qu'ils ont pu le mesurer, mais surtout parce que l'accélération de ce réchauffement est totalement artificielle. Et donc ils ont commencé en disant que c'était 15% de l'activité humaine qui était responsable du réchauffement climatique. Au fil des années, ces 15% sont devenus 85%. Et attendez, les 15% qui restent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas lié à l'activité humaine, simplement ils n'ont pas les preuves scientifiques. Mais ils ont les preuves scientifiques que 85% de la responsabilité de l'augmentation de la température sur la Terre est due aux activités humaines. Et le pape le dit, il s'agit essentiellement du dioxyde de carbone et du méthane. Le méthane, c'est le gaz qui est produit par l'élevage, en général. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes conscient de cette situation. En fait, là vous comprenez comment chez les jeunes, il y a des gens qui parlent de collapsologie notamment, donc de la théorie de l'effondrement, puisque tout le système qui est autour ne va pas tenir évidemment s'il y a une telle pression qui est exercée. Et c'est très difficile pour nous de remettre en question un mode de vie, un modèle de société sans devoir renoncer à bien des richesses et bien des libertés dont nous jouissons maintenant. Ça, c'est clair. Et donc c'est très difficile à faire passer comme message. Cela encore plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Voilà. Alors, je continue. Alors ici, c'est une autre citation de Laudato Si. Le réchauffement causé par l'énorme consommation de certains pays riches a des répercussions sur les régions les plus pauvres de la Terre, spécialement en Afrique, où l'augmentation de la température jointe à la sécheresse fait des ravages au détriment du rendement des cultures. Alors là, vous comprenez pourquoi Laudato Si a été un enjeu qui a été à ce point discuté et pourquoi encore aujourd'hui les Américains sont très hostiles à Laudato Si, c'est-à-dire qu'il y a une critique non dissimulée dans Laudato Si du système capitaliste occidental. Certains vont dire que c'est la première encyclique anticapitaliste. C'est-à-dire dans le sens qu'on ne va plus pouvoir continuer à dire « si vous êtes riche, tant mieux, allez-y, consommer, dépenser, polluer ». Aujourd'hui, on va devoir trouver un mode de vie différent. Voilà, c'est ce que le pape appelle un changement de paradigme. Alors on en parlait, je pense, avec Janine tantôt, c'est intéressant de dire ça. Aujourd'hui, l'industrie va essayer de nous convaincre que la solution passe par l'industrie. Un peu comme ça a été pour le gaz de la couche d'ozone. C'est les industriels qui ont trouvé, en fait ils étaient contents, ils ont pu revendre des nouveaux frigos, voyez, avec le nouveau gaz dedans, donc ça a été une opération pour eux intéressante. C'est ce que le pape appelle le paradigme de la technocratie, le pouvoir de la technologie. Alors, si le réchauffement climatique n'est dû qu'à 15% des activités humaines, en effet, la technologie devrait suffire à résoudre la plupart des problèmes. Mais si, comme on le dit maintenant de façon très claire, et le pape et le GIEC, et donc l'ONU, si c'est principalement dû à l'activité humaine, la technologie, l'industrie n'a pas à elle seule la réponse. En fait, la réponse passera par une expérience que nous sommes en train de vivre à cause, grâce presque dans ce cas-ci, à la crise du Covid. On ne pourra pas éviter un changement de comportement. C'est ça la clé. C'est pour ça que le pape invite non seulement à ce qu'il appelle un changement de paradigme de notre société, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire une société sur de nouvelles bases, mais il nous demande en plus, et c'est absolument indispensable, un changement de notre comportement. Nous avons tous, en fait, un pied dedans et un pied dehors. Nous sommes tous à la fois acteurs et victimes de ce système. Et en tout cas, à l'échelle mondiale, nous appartenons, c'est un fait, aux sociétés qui imposent aux autres. Je fais une caricature, mais ce n'est même pas une caricature, c'est une caricature dans la mesure où il n'y a pas que ça, et heureusement, mais en gros, on va puiser les ressources naturelles des pays pauvres et en échange, on leur envoie nos poubelles qu'on ne sait pas gérer. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de la Turquie. On envoie des cargos de poubelles.
on mange de la viande française ou belge, mais la viande française et belge, elle est nourrie avec du soja qui vient du Brésil, où les agriculteurs brûlent la forêt amazonienne pour produire ce soja qui nous sert, nous, à nourrir notre bétail. Donc on est en train de... En fait, le niveau de vie que nous avons, pour l'instant, est absolument invivable à l'échelle de la Terre. Et donc, nous arrivons ici à une question de charité. Et le pape en parle énormément dans Laudato Si. Le problème, c'est la charité. La liberté s'arrête là où la liberté d'autrui est empêchée. Et bien, de la même façon, nous ne pouvons pas accepter d'avoir un mode de vie qui se fait aux dépens d'autres. C'est inacceptable pour la foi chrétienne. Et donc, il y a une conscience nouvelle qui doit apparaître grâce à ça. J'en termine avec l'urgence. Voilà, moi, je reste convaincu comme chrétien, et comme d'ailleurs Philippe Lambert, député européen, que le rôle d'un chrétien dans ce contexte, d'abord, c'est de ne pas avoir peur de la fin du monde. J'aime à rappeler que le début du ministère de Jésus, quand il commence, il reprend la bonne nouvelle qui était annoncée par Jean le Baptiste, qui consistait à dire « Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche ». Ça avait une connotation de fin du monde. Tout simplement, c'était la fin des temps, le jugement dernier. Et la bonne nouvelle dans l'évangile de Jésus va évoluer et va aller jusqu'à l'annonce de la résurrection. Donc il va y avoir, si vous voulez, un passage de la spiritualité de Jean le Baptiste vers une spiritualité qui va être propre à Jésus, qui va nous annoncer la foi en la résurrection, qui après va déboucher sur d'autres choses, notamment l'amour de Dieu. Parce que comment on peut penser que Dieu nous aime s'il nous crée avec un désir d'éternité sans nous l'offrir, voyez. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... Il ne faut pas avoir peur, mais en tout cas le constat pour l'instant, il est urgent et voilà, crucial. Alors comment y répondre? C'est ici qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Il ne faut surtout pas, c'est une règle en discernement, le discernement consiste à donner des informations, mais à laisser à chacun le soin de l'interpréter dans sa vie. Voilà. Donc on ne va pas commencer à dire « Ah, tu ne peux plus prendre l'avion, jamais, etc. » Pourquoi? C'est à chacun d'entre nous de voir. Alors, je vous donne quand même une indication qui est facile et qui est sans doute le levier le plus important et facile à appliquer pour tout le monde. Hein. C'est ce que Philippe Lambert propose. Il dit, en fait, pour l'instant en Occident, 2/3 de notre alimentation est d'origine animale et 1/3 d'origine végétale ou céréalière. Et il dit, il faut juste inverser ces deux tendances. Voilà. Vous continuez à manger du bœuf bourguignon, mais vous mettez un peu moins de bœuf bourguignon, un peu plus de pommes de terre et d'haricots verts. Moi, quand je vais manger un burger, j'ai le choix entre le simple et le triple. Je demande un simple, mais avec une seule morceau de viande et pas deux. Parce que le simple, il y en a déjà deux. Hein, voilà. Vous voyez, c'est simplement manger un peu moins d'aliments d'origine animale. C'est un levier extrêmement puissant. Parce que si beaucoup font ça, ça a une implication énorme. Hein, voilà. Et les agriculteurs, les éleveurs, doivent comprendre que pour une part, ils doivent aller vers la production d'une viande de meilleure qualité, et d'autre part, peut-être réenvisager une réorientation de leur activité agricole. Ah oui, ah, c'est... Voilà. Voilà, j'en termine, je pense, pour l'urgence. Je pense que j'en ai assez dit. J'espère que vous percevez bien notre inaptitude à pouvoir juger quelque chose qu'une petite partie de la population, seulement les scientifiques peuvent juger, mais dont le pape fait partie. C'est ça le paradoxe. Et on répondra aux questions après, à moins qu'il y en ait une de compréhension. Non. Alors, on répondra après. Je vais vous parler maintenant, dans ce contexte, de la beauté. C'est-à-dire de comment essayer de trouver une alternative. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire simplement aux gens « je vais casser toute ta vie, je vais te casser tous tes rêves, et maintenant débrouille-toi, tu étais ouvrier spécialisé chez Airbus, et bien maintenant tu dois tout plaquer et tu dois devenir un agriculteur à temps partiel précaire à faire de la permaculture et arracher des mauvaises herbes parce qu'on ne peut plus utiliser le glyphosate. » C'est très difficile de faire accepter ça. Alors, je vais m'en référer essentiellement au pape François et à Laudato Si. Pour pouvoir préparer une conversion aussi radicale, il faut le faire en profondeur. Ça ne sert à rien, la première chose, on arrête, on réfléchit, on s'informe.
on vérifie ces sources d'informations. Si vous êtes catholique, vous ne devez pas chercher longtemps, vous avez Laudato Si. Mais une profonde conversion ne peut pas se faire dans la précipitation, car alors elle risque de devenir impulsive et superficielle. Voilà, il faut éviter à tout prix ça. Alors, le pape, qu'est-ce qu'il nous propose? La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Il faut redécouvrir le plaisir, d'au lieu d'accumuler les choses, on en a moins, mais on profite mieux. Voilà, c'est ça l'idée. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire, car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et que l'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dont nous sommes un petit peu privés aujourd'hui à cause de la crise du Covid, bien, ça reviendra, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans les contacts avec la nature et dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Alors là, je vais juste vous faire part un tout petit peu de mon expérience à moi. Je ne peux pas vous parler de tout ce qui est décrit ici, sinon de l'art, puisque ça c'est un peu ma particularité. Je vais vous donner deux petits témoignages, un personnel d'abord. Par exemple, découvrir, grâce à la photographie, mieux découvrir l'environnement dans lequel on est. C'est évident qu'un musicien, il a une jouissance de la musique que seul un musicien peut avoir. Il entend des choses que nous n'entendons pas. Ben de la même façon, par exemple, pour l'art et pour la photographie, c'est la même chose. Un jour, c'était il y a une dizaine d'années, je me trouvais ici à Paris par hasard, peu importe, dans le jardin du Luxembourg. C'était le matin, il y avait une petite brume légère, et il y avait du coup des beaux rayons de soleil, vous savez, qui étaient arrêtés par la lumière vive. Et c'est un parc qui a été photographié par les plus grands photographes dans les années 50, hein, donc c'était mythique en quelque sorte. Et quand je vois ça, je me dis « Waouh, ça y est, hop, mon appareil photo !» Et c'est très rare, je n'avais pas mon appareil photo. Et donc je me suis dit à ce moment-là, tant pis, je me sens appelé à vivre une grâce, c'est jouir de cet environnement pour moi tout seul. Et je me suis promené pendant 1 heure dans le parc, avec une action de grâce énorme. Je me dis, ah, ça aurait pu. Il n'y avait pas de regret. Il y avait juste une jouissance. Voyez, jouissance, parce que grâce à la photographie, j'ai appris à regarder les choses. Voilà. Alors, un autre exemple, pour vous dire qu'il ne faut pas non plus devenir un grand artiste pour avoir une grande jouissance. J'ai été très touché par le témoignage d'un de mes stagiaires, donc j'ai eu à peu près plus de 500 stagiaires qui sont venus faire des stages pour apprendre à peindre des icônes, et notamment un vieux monsieur, s'appelait Julien. Il avait occupé les plus hautes fonctions comparables à vous, monsieur. Il était directeur de la Générale en Belgique, qui était une banque, une des plus fortes banques belges à l'époque, donc c'était un poste en vue. Et il vient pour apprendre à peindre des icônes, il avait 75 ans, et il y a sa main qui tremblait comme ça, déjà comme ça. Alors il fait un premier stage avec nous, on était plusieurs professeurs, et c'était une catastrophe. Une catastrophe. Il n'arrivait pas à maîtriser son geste, si vous voulez. Cette icône qui peignait ne ressemblait à rien, vraiment. Et on se disait entre professeurs, pourvu qu'ils ne se réinscrivent pas à un stage l'année prochaine, parce que c'était quand même difficile à gérer. Bien. Et pendant l'année, j'ai un coup de téléphone de monsieur Julien. Monsieur Billin, je voudrais me réinscrire à un stage pour l'année prochaine. Bon. Mais, me dit-il,
comme vous me l'avez conseillé, tous les matins, pendant une demi-heure, je dessine. Ah, je dis, bah alors ça force mon respect, donc vous êtes le bienvenu. Voilà, il est revenu, et en effet, c'était tout à fait différent. Alors, il ne faisait pas des chefs-d'œuvre, hein, mais il s'obstinait à faire des petites icônes de Jésus, les saintes faces, de Jésus avec la main, avec le livre, tout ça. Et après, il me révèle son secret. Il me dit, voilà, j'ai 11 petits-enfants, et je voudrais qu'à ma mort, chacun reçoive une des icônes que j'ai peintes de ma main, donc 11 icônes, avec ce double message, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et le cœur de ma vie, c'est le Christ. Il a peint les 11 petites icônes qui étaient dignes, ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais elles étaient dignes. Il est mort, j'étais à son enterrement, et j'ai donc vu les 11 petits-enfants recevoir l'icône peinte par leur papy. Voilà. Vous voyez, vous vous rendez compte du témoignage que c'est? Alors ce monsieur avait les moyens de faire des choses bien plus faciles. Il a voulu témoigner qu'aujourd'hui, on a plus de joie à faire les choses soi-même qu'à les consommer. En fait, c'est tout ça. Et c'est le mouvement qu'on nous invite à faire. Simplement cuisiner plutôt que d'acheter des plats cuisinés. Simplement voyager en poussant sur ses pédales. Alors, je vais vous montrer des caricatures, hein, mais c'est juste des choses qui me choquent et je dois les partager. Dans ma paroisse, alors c'est pour vous dire à quel point on est inconscient, hein, c'est ça que je veux vous dire. Dans ma paroisse, il y a 3 ans, ils ont eu une idée, c'est organiser un pèlerinage pour les enfants donc de 12 à 16 ans, donc les adolescents, à Fatima en avion. Ben ça, c'est exactement ce qu'il ne faut plus jamais faire. Parce que habituer des enfants à prendre l'avion, alors que pour eux, ça ne change rien d'aller à Fatima ou d'aller dans le petit sanctuaire marial, on en a plein en Belgique, hein, certains sont célèbres, c'est vraiment une erreur. Et moi, par exemple, tous les pèlerinages que je fais avec les jeunes, j'ai été au JMJ à Madrid, j'ai été au JMJ à Cracovie. Quand c'était à Rio, je n'ai pas été puisque je ne voulais pas prendre l'avion, donc j'ai été en Bretagne, il y avait les JMJ organisés par tous les diocèses de Bretagne, c'était très amusant. J'y vais toujours en vélo, avec des jeunes. Et c'est une expérience bien plus forte que de prendre l'avion, évidemment. On vit quelque chose, il y a une solidarité qui s'exprime, chacun fait un effort, et puis on apprend à vivre avec son corps. Quand vous montez dans un avion, alors je le dis en riant, parce que dans les annonces paroissiales, j'ai parfois du mal évidemment à ne pas dire tout ce que je pense, et donc je dis voilà, je vous propose de faire un pèlerinage en vélo parce que je me réserve le plaisir d'un pèlerinage en autocar climatisé pour mes 90 ans. Voilà. C'est comme ça que je tourne la fête. Voilà. C'est juste pour vous dire voilà, la conscience. Donc, le moyen pour pouvoir supporter cette transition écologique qui va passer par une transformation, bien sûr, de l'industrie, de la technologie, bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Europe est assez active sur le sujet et ils ont un point de vue qui est assez simple. Ils disent qu'il faut maintenant opérer cette transformation industrielle parce que comme ça, on sera leader demain pour tout ce qui concerne la transition écologique. C'est par intérêt, pratiquement, c'est un investissement à long terme, si vous voulez. Et donc, il y a une transformation, bien sûr, de notre industrie. Notre industrie va pouvoir, pour une part, répondre à certaines questions, mais ne nous faisons quand même pas d'illusions. Pour l'instant, on a beaucoup de fausses informations qui tentent à penser qu'on ne doit rien changer à sa vie. Hein. Par exemple, on parle beaucoup de l'hydrogène. C'est vrai que l'hydrogène est un moyen de transition intéressant, mais l'hydrogène, il faut le produire avec de l'énergie. Hein. L'hydrogène n'existe pas à l'état pur. Hein. Ça demande de l'énergie de produire de l'hydrogène. Penser qu'on va pouvoir se passer des énergies fossiles ou du nucléaire, c'est faux. Hein. Même si vous mettez des éoliennes tous les kilomètres carrés sur la France, que vous mettez un énorme serpent de mer autour de l'Europe qui récupère la force des vagues et que vous recouvrez le Sahara, la moitié du Sahara par des panneaux photovoltaïques, ça ne suffira pas à compenser la dépense énergétique que nous avons pour l'instant. Le pétrole, le gaz et le charbon sont des produits magiques. Pour vous donner une idée, 1 litre de pétrole bien utilisé correspond à la quantité d'énergie de 3 alpinistes qui font le Mont Blanc. C'est juste pour vous donner 1 litre de pétrole. Donc c'est un pouvoir énergétique phénoménal. Voilà, donc nous allons être obligés de faire cette transformation industrielle, sociétale, mais également, bien sûr, ce changement de comportement. Et c'est ça qui est très difficile. Parce qu'au fond, il y a des gens
il faut accepter ça, c'est très difficile. Il y a des gens qui vont nier même l'évidence juste parce que ce n'est pas leur intérêt. Et si vous voulez un exemple qui est pour moi le plus énorme, la Shoah, c'est un fait historique qui ne peut pas être contesté, d'autant plus que mon père a été dans les camps de concentration, il était dans les forces du génie, et il a dû, parce que voilà, son frère jumeau a été torturé et mort dans un camp de concentration, il a vu les camps de concentration, il a vu la machine génocidaire nazie à l'époque. Eh bien, il y a des millions de personnes sur la Terre qui nient la Shoah. Ce sont tout simplement tous les ennemis d'Israël qui disent qu'on n'a pas intérêt à croire que c'était vrai, puisque sinon on est obligé de reconnaître Israël. Et donc, voilà. Donc, même des choses qui sont très objectives peuvent être niées en toute mauvaise foi. Ça ne sert à rien de vouloir convaincre tout le monde. Il y a des gens qui ne seront jamais convaincus. Mais chaque personne de bonne volonté qui comprend qu'il y a un intérêt à mieux se renseigner et à entendre l'ONU et le pape François, si vous êtes catholique, eh bien c'est vraiment précieux parce qu'on est dans un système qui, jusqu'à preuve du contraire, est démocratique. Et par conséquent, chaque voix porte ses fruits. Et nous avons aussi un pouvoir qui est celui de l'argent. Chaque fois que nous achetons quelque chose, nous commettons en fait un choix qui a un impact direct. Donc nous pouvons avoir et si nous sommes riches, très riches, ben, la manière dont nous plaçons notre argent est déterminant aussi. Il faut interpeller son banquier si vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir espérer voilà, le placer. Bien, il faut pouvoir demander à son banquier de pouvoir vérifier que les placements qui sont faits vont dans le sens. Et notamment, l'Europe va émettre une obligation sur le développement durable, sur les énergies, sur le développement, la transition écologique qui va bientôt être accessible. Et donc, c'est un beau projet européen que je vous invite à considérer si vous êtes dans le cas de devoir faire des placements. Voilà pour la règle générale, c'est donc passer de la consommation au plaisir d'apprendre à refaire soi-même. Il n'y a pas que l'art, il y a l'artisan, il y a le jardinage, il y a l'artisanat en général. Ce sont toutes des sources de plaisir qui sont bien plus grands que la simple consommation. Voilà. Et je termine maintenant, je pense quelle heure est-il, Laura? Il est 9h30. Ah oui, donc je vais dépasser, donc je vais terminer pour vous laisser quelques questions, pardon. Je termine par cette idée de la conversion. C'est-à-dire qu'une des critiques qui a été faite au pape François quand il est sorti Laudato Si, quand il a sorti cette encyclique, c'est l'utilisation du mot conversion. Puisqu'au fond, pour nous qui sommes chrétiens, conversion est une attitude que nous réservons à l'égard de nous, à l'égard de Dieu. Et on peut évidemment parler de conversion dans le langage courant pour d'autres raisons, mais que le pape François utilise le mot conversion pour le dire à propos de l'écologie, ça a été un acte très fort. Alors la conversion, c'est quoi? Moi, j'aime bien faire du ski, pas du ski alpin, du ski de randonnée. Donc c'est moi qui monte avec mes peaux de phoque et puis je redescends ce que j'ai monté moi-même avec la force de mes poignets et de mes jambes. Et donc en ski, une conversion, c'est quand vous arrivez sur le bord d'un précipice et que vous ne savez plus avancer et que vous savez même plus tourner. Alors on fait une conversion. Une conversion consiste à mettre son pied comme ça, tout à fait dans l'autre sens, puis ramener, donc faire un changement de direction à 180 degrés. Ça, c'est une conversion. Eh bien, ce que le pape François nous demande, alors j'ai une phrase que j'aime beaucoup, il utilise souvent l'expression conversion écologique intégrale ou conversion écologique globale. J'aime pas trop ces termes, j'aime mieux, c'est dans le paragraphe 227, il dit « La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure ». Je trouve que ça résume mieux l'enjeu qui nous est demandé. La crise écologique est un appel, donc ce n'est pas, en tant que chrétien, ce n'est pas une obligation qui nous vient d'en haut par des lois de gouvernement ou autres, c'est un appel à une conversion intérieure profonde conversion intérieure. Voilà. Et donc c'est à ça que le pape nous appelle, et donc tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour avancer même un peu sur ce chemin, eh bien, est salutaire. Il est salutaire pour plein de raisons, bien sûr pour des raisons purement écologiques,
mais aussi pour le dialogue entre les générations. Parce que la conviction de la grave crise écologique à venir chez les jeunes entre 20 et 30 ans, c'est une conviction qui, pour eux, à 70%, c'est le problème majeur qu'ils identifient, c'est la transition écologique, enfin le réchauffement climatique. 70% des jeunes entre 20 et 30 ans. Voilà, ben écoutez, je vous remercie, je ne veux pas vous tenir plus longtemps, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je réponds volontiers aux questions avec une exigence quand même, c'est une fille, un garçon. Les filles ont autant le droit que les garçons de poser des questions. Ça oriente aussi le... Voilà. Si vous en avez, bien sûr, ou simplement un partage de... Voilà. Je peux fournir les sources de tout ce que je vous dis. Oui. Merci pour parler. D'abord, merci. Merci pour cette conférence que j'ai trouvée très intéressante, très riche. Et c'est des questions évidemment qui nous concernent tous. Je fais partie du groupe ADAT aussi. C'est des questions qui personnellement m'interpellent depuis très longtemps, depuis que je suis enfant. J'ai vécu au Sénégal où déjà dans les années 80, l'avancement du Sahel était déjà un problème. Et je me revois enfant en train d'essayer de convaincre mes voisins de planter un arbre parce que je savais que les arbres potentiellement pouvaient arrêter l'avancée du Sahel. Donc c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. J'entends tout ce que vous dites, évidemment je suis en plus chrétienne convaincue, et là aussi je l'ai vraiment accueilli avec beaucoup de conviction et beaucoup de foi et d'obéissance, en tout cas à la parole du pape. En même temps, je me pose la question de savoir si, quoi qu'on fasse, est-ce que le capitalisme, le modèle économique dans lequel on est inscrit, dans lequel on vit, n'est pas simplement le problème. Parce qu'on aura beau changer, j'accepte de manger moins de viande, toutes ces pratiques-là, on peut effectivement s'y astreindre. Mais à un moment donné, quand on a besoin de nourrir ses enfants, on va travailler, on va consommer parce que nous avons besoin de vivre. Et la question c'est, est-ce que finalement ce modèle capitaliste n'est pas le problème. Et ben voilà. Tu peux répéter. Donc, et la croissance infinie pour des ressources, d'ailleurs comme dit Pierre Rabhi, finie, on va à la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, à votre avis, vous qui, je pense que je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, voilà, moi c'est quelque chose qui m'interpelle et aujourd'hui je tourne en rond. Tout à fait. Alors, donc la question c'est de savoir si, je dirais, quelle est la part de responsabilité du système capitaliste dans la crise écologique, hein, c'est ça, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est tout à fait frappant pour nous, alors je parle ici de la Belgique parce qu'on connaît quand même assez bien la France, c'est que s'il y a une raison pour laquelle la théorie de l'effondrement, dont la collapsologie est totalement inévitable, c'est bien si on ne réagit pas. Voilà. Et ma crainte à moi, c'est qu'on ne réagisse pas. Voilà. Et je donne un exemple qui est évident, hein, vous connaissez tous, c'est la crise des Gilets jaunes, qui a quand même été une crise qui a été quand même assez violente, et qui est partie, alors je suis d'accord, c'est la goutte d'eau, ce n'est pas la principale raison, mais je tiens quand même à dire que c'est parti du refus d'une première écotaxe sur le diesel et d'une limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales, mais dont il faut savoir que le Premier ministre de l'époque pensait déjà aussi dans ses arguments, non seulement c'était la sécurité routière, mais c'est aussi la diminution de la pollution. Vous avez eu des citoyens, une convention citoyenne, hein, c'est bien ça, qui a été réunie par Macron récemment, qui a fait une série de propositions. Dans la série de propositions, il y en a une qui s'appelle « Limiter sa vitesse sur autoroute à 110 km/h », et chaque fois c'est impossible. Alors je vais vous dire quelque chose de très simple. Si même ça c'est impossible, alors c'est grave. Je peux vous dire que je suis venu ici, j'ai fait l'expérience, je me suis dit, allez, je vais mettre mon cruise control à 110 km/h. À 110 km/h sur une autoroute, vous n'êtes pas un danger pour les autres, hein, attention. Hein. Je ne dirais pas qu'il faut rouler à du 80 sur l'autoroute, ça ce serait dangereux, mais j'ai roulé à 110, j'ai consommé beaucoup moins d'essence, ça je peux vous le dire. Ça a rajouté 20 minutes à mon trajet entre Bruxelles et Paris. Donc si on n'est pas capable, je m'excuse de le dire, hein, mais si on n'est pas capable de faire cet effort-là, alors j'ai peu d'espoir qu'on arrive à quoi que ce soit. Hein.
Et alors, il y a une phrase, alors je la dis, parce que c'est une phrase de la sagesse, on ne sait pas à qui il faut l'attribuer, mais elle est, à mon avis, tellement vraie que peu importe qui l'ait prononcé le premier. Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Voilà. Alors, est-ce qu'on va être obligé de mettre nos générations futures dans une condition épouvantable pour accepter ce changement de comportement qui nous demandait de rouler à 110 plutôt qu'à 130? Est-ce que c'est ça? À cause de ça, est-ce que ça les vaut? Donc moi, je suis, comme toi, très pessimiste. Et le système capitaliste a un effet pervers, évident, et c'est pour ça que le pape François, c'est clair, hein, c'est clair qu'il fait une attaque, c'est clair. Hein. D'une certaine façon, alors, tout dans le capitalisme ne l'est pas. Le capitalisme a été historiquement plus ou moins inventé à la Renaissance entre la ville de Gand, de Bruges et d'Anvers en Belgique. Hein. C'est la première fois que des non-nobles pouvaient s'enrichir, etc. Mais bon, quand on voit qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont plus riches que des États, ça pose quand même question. Ça, c'est un échec, à mon avis, de ce système-là. Enfin voilà, donc on touche à des choses qui sont brûlantes, mais moi je pose la question, qu'est-ce qui nous empêche de rouler à 110 km/h sur l'autoroute? Il n'y a pas un manque de conscience collective? Un manque de conscience collective? On est trop individuel, donc dès qu'on nous met une petite entrave, même si c'est pour un bien public, on est incapable de l'entendre. Et c'est vrai que c'est dramatique. La première chose qu'on fait, c'est qu'il y a une loi qui sort, la gymnastique favorite, c'est de se dire comment je vais faire le tour de la loi pour ne pas la respecter. Et en même temps, les pouvoirs publics ont une responsabilité dans le fait qu'on reçoive si mal ces lois. Ce n'est pas seulement nous, bien sûr. On a eu deux questions de femmes. Maintenant, c'est au tour des hommes. Ah, j'ai été élevé comme ça. Ah, ils ne sont pas bavards aujourd'hui. Monsieur. Non. Mon collègue diacre. Vos enfants, vos petits-enfants, comment vous vivez le rapport sur ces questions-là avec vos enfants et vos petits-enfants? Moi, je veux dire, c'est un motif d'espérance. Parce que moi, je vois les petits-enfants qui sont quand même plus que préoccupés, qui agissent. Quand je dis qu'ils agissent, c'est-à-dire qu'ils ont changé de comportement. Absolument. Absolument. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Olivier, il a 18 ans. Il a participé l'année passée, il a brossé, comme on dit en Belgique, vous comprenez ce mot, ne pas aller au cours. Il a brossé, séché. Voilà, il dit séché. Chez nous, c'est brossé. Il a brossé systématiquement tous les jeudis, avec l'accord de son directeur, pour participer aux marches des jeunes pour le climat, tous les jeudis, en Belgique. Hein. Et il y a après une étude qui a été faite au niveau européen, qui a considéré que c'était la chose qui avait le plus fait changer les mentalités des politiciens en Europe, c'était les marches pour le climat en Belgique. Nous avons un parti écolo qui est très puissant, hein, donc depuis plus de 30 ans. C'est comme en Allemagne, on a un parti écologiste qui représente pratiquement 20 à 25% des intentions de vote. Et ce n'est pas un parti qui est adossé à la gauche. Donc comme nous sommes obligés de constituer des coalitions, le parti écolo peut se mettre avec un parti de droite ou bien de centre-droit. Vous voyez, ils ne sont pas liés comme ici en France forcément à la gauche. Voilà. Donc ce serait sans doute une des impulsions que je donnerais, c'est de former un parti politique, on va dire, vert foncé, qui serait à la fois écologique, mais qui n'adhérerait pas forcément à toute l'idéologie qu'on peut trouver à gauche ou à l'extrême gauche, même s'il y a un aspect anticapitaliste dans l'extrême critique du capitalisme dans l'extrême gauche qu'on doit savoir entendre. Moi, j'ai eu toute une formation donnée par Nicolas Van Nuffel, c'est le responsable de toutes les ONG, genre Île de Paix, Père Damien et compagnie en Belgique, qui a fait une conférence sur gilets jaunes, gilets verts, en montrant qu'en fait, ça va vraiment dans la même direction. Pas les casseurs qui ont détruit ce mouvement-là, mais les revendications étaient tout à fait légitimes, et on ne va pas résoudre le problème de la crise, de la transition écologique, si on ne tient pas compte des premiers qui vont subir les premières conséquences, c'est-à-dire des gens les plus fragiles économiquement.
Voilà, bien sûr. Mais donc voilà, merci pour votre témoignage. Et donc, ça devrait quand même nous interpeller, hein, l'attitude de nos jeunes qui sont presque plus responsables que nous. Le monsieur, mon confrère. Parce que j'ai discuté avec des jeunes, exactement pareil, mais leurs parents m'ont dit à moi, j'aime bien mes enfants, très bien, réagis, mais reste pas une demi-heure sous ta douche. Ouais, c'est ça. Bien sûr. On a tous une contradiction. Je vous assure, nous avons tous une contradiction. Moi, j'ai une amie, voilà, très écolo, alors vraiment tout. Sauf, elle doit boire 2 thermos de café par jour. Et ça, si elle n'a pas ça, elle n'existe pas. Et alors je lui ai dit, oui, mais tu es très écolo, mais tu sais que la consommation de café, c'est un produit assez polluant qui doit être réduit, on ne doit pas gaspiller tout ça. Et donc voilà. Une autre, plus écolo que ça, vous ne faites pas permaculture dans son jardin et compagnie, mais 2 voyages en avion intercontinental par an. On a tous, on va tout donné, mais il y a une petite ficelle quelque part qui, voilà, ça c'est plus difficile. Alors tant pis, le problème c'est que ce qui est efficace pour la transition écologique, c'est un petit effort de tout le monde. Mais voilà, pour l'instant on n'y arrive pas ou très difficilement, et donc on a besoin de prophètes, de gens qui vont jusqu'au bout, jusqu'au ridicule, si vous voulez, hein, qui vont s'isoler complètement, qui vont vivre comme au Moyen-Âge. Donc, en gros, nous devons diminuer par 6 notre niveau de vie, hein, notre consommation d'énergie divisée par 6. C'est énorme, hein, je vous assure que vos priorités, son logement, diminuer la surface de son logement, l'isoler, ça c'est vraiment élémentaire. Tous les transports, il faut essayer de privilégier toujours les transports en commun, le train évidemment, le vélo prioritairement, la nourriture, je vous en ai parlé, ça c'est évident, ne plus acheter en fait, hein, il ne faut plus acheter, voilà. Ni vêtements, ni tout ça, il faut essayer de récupérer, réparer, ne plus jamais acheter quelque chose qui est obsolète après quelques années ou quelques mois, etc. Donc c'est tout ça qui est engagé, bien sûr. Et donc voilà, au niveau d'une paroisse, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être encouragées, hein. Par exemple des bourses aux vêtements, par exemple des rencontres des associations du quartier qui sont déjà actives dans le domaine, tout ça, c'est peut-être un lieu où on peut mettre en contact les gens, des choses pareilles. Moi j'ai beaucoup d'espoir sur les paroisses, hein. Les paroisses sont un lieu de convivialité qui permettrait d'échanger pas mal de choses, comme vous le faites ici, par exemple, en ce moment même. Encore une question peut-être? Voilà, madame. Oui, moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le financement du GIEC. Ouais. Quand on sait que c'est 197 pays de l'ONU qui financent le GIEC, à moins de vouloir se tirer une balle dans le pied, quand on voit leur position, hein, ils sont bien ancrés dans le capitalisme, dans le pouvoir nord-sud. Je suis désolée de parler comme ça, mais il faut appeler un chat un chat. Or, ces gens-là, s'ils financent le GIEC, est-ce que c'est pour le faire taire ou est-ce que c'est pour pouvoir vraiment prendre en compte les préconisations du GIEC? J'ai du mal à y croire. Vu ce qui se passe aujourd'hui, alors moi je veux bien, moi je consomme très peu, hein. Voilà. Je pense que les gens modestes ont bien compris la leçon, y compris il y a des gens qui sont tellement modestes qu'ils ne peuvent être qu'écologiques. Hein, d'accord? Mais que la petite minorité qui détient le pouvoir, qui détient l'argent, c'est eux qui consomment les avions, c'est eux qui consomment le pétrole, c'est eux qui consomment les voitures, c'est eux qui consomment... Enfin, je vais pas... La liste est très longue. Alors, comment fait-on pour convaincre ces personnes-là de lever le pied? Tout à fait. Parce que c'est ceux-là qu'il faut convaincre. C'est pas nous, c'est ceux-là. Alors, attention, je suis désolée. Le GIEC, fois, ça m'énerve. le rôle du GIEC, c'est uniquement de faire ses rapports. Hein. C'est uniquement ça. Et on ne peut pas dire que leur rapport aille dans le sens de... je veux dire, ils sont extrêmement sévères.
Enfin, donc, pour moi, le GIEC est totalement hors de cause. Hein. Ça n'a rien à voir, pour moi, l'ONU également. Hein. Je suis désolé, mais l'ONU... Au plus, vous allez sur un... C'est pour ça que l'Europe est plus responsable que les pays, que les responsables nationaux. Voyez. Au plus, vous prenez de la hauteur, comme l'ONU, par exemple, au moins, vous avez de risques de favoriser votre territoire, votre nation. Hein. Donc, le GIEC n'a de seul pouvoir que d'émettre un rapport. Hein. C'est tout. Hein. Le rapport, il est donné aux chefs d'État. Il y a une réunion par an qui est organisée avec les chefs d'État, et ce sont les chefs d'État qui prennent les décisions, ce n'est pas le GIEC. Hein. Parce que je n'ai pas très bien compris dans votre... Non, c'est pas ça. Ils ne sont pas influencés par le... Les États versent au GIEC, se donnent bonne conscience. Oui, mais pas directement, c'est par l'intermédiaire de l'ONU. Hein. Par l'intermédiaire de l'ONU, c'est un peu pareil. Mais dans ces cas-là, ils se donnent bonne conscience. Ah oui, les ils États. reçoivent les rapports et après, c'est terminé. Donc, c'est pas terminé pour tout ça. Donc, ça dépend des pays. Vous voyez, par exemple, le Portugal en Europe est un pays qui est très en avance sur la mise en place des énergies renouvelables. Ils ont les moyens de le faire. Alors, il y a des paradoxes comme par exemple la Norvège, qui est un des pays les plus avancés au niveau de la transition écologique, mais qui le finance en vendant du pétrole. Voilà, c'est comme ça. Bon, on en est là, hein, bien sûr. Mais enfin, si tout le monde utilisait sa richesse présente pour l'investir dans la transition écologique, c'est... Mais donc le GIEC n'a aucune responsabilité dans la mise en application de leur rapport. Ils n'ont comme seule responsabilité que de faire ce rapport avec cette indépendance. Enfin, moi, je peux juste dire, je connais le vice-président, j'ai eu l'occasion de le fréquenter pas mal. Je ne peux pas imaginer suffisamment pour vous dire que, comme les Nations Unies, sont comme l'UNICEF et autres, ils sont capables quand même, personne n'est indépendant de tout, on est bien d'accord, mais le GIEC produit des rapports maintenant qui vont tellement à contresens des intérêts du capitalisme et des pays puissants et des gens riches que vous dénoncez, que c'est totalement impensable qu'ils soient influencés par eux. Hein. Alors si c'est le cas, moi j'enlève tout de suite. Je veux dire, c'est raté. Hein, je veux dire, voilà. Donc le GIEC, vous pouvez mettre le GIEC tout à fait indépendant. C'est l'ONU. Hein. Le GIEC, c'est l'ONU. Hein. C'est pas le GIEC. Le GIEC, c'est pas la tête. Hein. La tête, c'est l'ONU. C'est Antonio Guterres dont je vous ai fait un rapport ici. Voilà. Donc sinon, je suis d'accord. Au plus on est riche, au plus on pollue, évidemment. Au plus un pays est riche, au plus il pollue, évidemment. La Belgique est un pays plus polluant et plus pollué, par exemple, que la France. On a par exemple la deuxième industrie de raffinement de pétrole du monde, hein, la deuxième plus importante du monde, après le Texas à Anvers, etc. Donc oui, il y a un lien immédiat, je suis tout à fait d'accord. Et les gens pauvres ne polluent pas. Ça, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Dernière question, ou bien, oui, ultime question. Allez. Une dernière question, s'il vous plaît. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait des études, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, du poids des données aujourd'hui? Parce qu'on sait informatique? Informatique, exactement. C'est une question. C'est 8% des émissions de CO2 pour l'instant. Et l'aviation, c'est 2% pour donner. Or, les données exploitées à ce jour n'atteignent même pas 2% du potentiel d'exploitation. Oui, c'est une vraie guerre à venir. Tout à fait d'accord. Au niveau informatique. Oui, tout à fait d'accord. Alors, moi, quand même, quand je pose la question à des scientifiques, ils ont une réponse il y a deux choses à savoir. La première, oui, l'informatique produit du CO2, mais en économise aussi énormément. Il faut juste savoir ça. C'est-à-dire ça permet de maximaliser, par exemple, chacun des transports routiers. Ou voilà. Donc, il y a ça. Hein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on parle d'une technologie polluante, il faut toujours l'envisager dans sa capacité à pouvoir évoluer rapidement. C'est-à-dire, par exemple, on parle de la voiture électrique et beaucoup de gens disent « Oui, mais la voiture électrique, ça pollue autant qu'une voiture à essence ou à diesel, ou pratiquement. » Oui, sauf que tous les 10 ans, on double la capacité des batteries. Et donc, on peut imaginer que cette technologie va continuer à évoluer dans le bon sens. Et s'agissant de l'informatique, c'est le cas aussi. Donc, on a de bonnes raisons de penser qu'en fait, on va arriver... L'évolution depuis 20 ans est phénoménale, déjà sur la consommation. Hein. Et alors, c'est un bien qui profite à un nombre immense sur la Terre, contrairement à l'avion. L'avion, c'est une personne sur 10 sur la Terre qui a pris un jour l'avion. L'avion est utilisé dans 9 cas sur 10 pour des raisons de loisirs.
Voyez, donc l'avion, ça ne produit pour l'instant que 2% de CO2, sauf qu'il y a d'autres problèmes dans l'avion, mais peu importe, je vais arrêter là, 2%, alors que l'informatique c'est 8%, mais l'informatique bénéficie dans le moindre petit village le plus perdu du Brésil. Moi je sais parce que ma fille a été pendant le GMJ à Rio, elle était dans le trou du trou perdu que vous puissiez imaginer au milieu de l'Amazonie. Il n'y avait qu'une seule chose qui était importante, c'était une connexion et un ordinateur pour le village, parce que c'était le seul moyen pour eux d'être en lien avec la société et tout ça. Donc il faut peser tout. Moi je pense que l'informatique va continuer à évoluer dans le bon sens, mais nous devons changer un certain nombre de comportements. Ne plus regarder des vidéos en streaming, ne plus garder dans sa boîte mail des mails d'il y a 5 ans. Enfin, c'est évident qu'il y a un changement de comportement aussi, bien sûr. Mais c'est franchement, ce qui est crucial, c'est l'ensemble d'un comportement de consommation de masse. Et donc, dont fait partie l'informatique, mais ce n'est qu'une partie. Voilà. Et je vous remercie beaucoup à chacun et à chacune. Je reste à votre disposition ici si vous le souhaitez pour une ultime question ou réaction. Et je vous souhaite une bonne recherche de sources d'informations et d'informations si vous le souhaitez. Et de continuer à avancer et de pouvoir peut-être, si nous sommes chrétiens, de pouvoir, c'est ce que le pape nous demande, il nous demande de pouvoir intégrer dans notre spiritualité cet appel à cette conversion écologique. Donc je vous rappelle cette ultime phrase, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous.